mort après sa chute de l'Empire State Building, les larmes coulant encore sur les joues de la belle douane. Il meurt, son cœur s'éteignant avec douceur, et nous, spectateurs, sommes dévastés par la fin de ce pauvre animal traqué. 10 ans après, rien n'est perdu, nous apprenons que le Kong est toujours maintenu en vie de façon artificielle et que l'on va s'apprêter à lui faire une greffe du cœur. Oui, messieurs, dames, la technique est là, bordel, quelle joie, quel bonheur, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Un Indiana Jones mongolien a découvert une Lady Kong, une femelle de la même taille, trouvée à Bornéo, pourquoi pas, et qui va pouvoir donner son sang à notre macaque préféré et lui redonner vie. En route donc pour l'amour et l'aventure pour les deux singes en haut d'une montagne et le chirurgien l'Indiana Jones du pauvre à leur poursuite. Et quand on lit l'histoire, cela semble irréel, d'autant que les dialogues sont ineptes, j'en bande déjà. Si je l'opère maintenant, je le tue. On n'a plus qu'une seule chose à souhaiter. Un miracle. En 1976, le mogul Dino De Laurentiis, en pleine gloire de film qui ne marche pas autant qu'il voudrait, décide d'un commun accord avec lui-même que ce début d'incontinence doivent correspondre à un film qui va plaire au public en osant la résurrection du monstre le plus connu de la planète alors, le Kong. La maquette du premier film construit de grandeur nature par l'incapable Carlo Rambaldi, qui n'a au final de connu que son nom, ne marche bien sûr toujours pas, et c'est le grand Rick Baker qui va nous faire un masque convaincant et grivois et enfiler le costume du primate dans le film de 1976. Bonjour King Kong. Après sa soi-disant mort, dont ce deuxième opus reprend le final du premier, c'est pendant le générique de début que l'on va découvrir que le singe est sous perfusion, oui, pendant 10 ans, et attend la bonne dose de plasma pour une chirurgie du cœur. La perte en volume sanguin est forte. Il n'existe pas d'autres espèces dont le sang puisse être transfusé à King Kong. De Laurentiis vient de produire Sheena, Reine de la Jungle, qui s'est encore plantée au box-office bien sûr, et toujours réalisé par John Guillermin, et après avoir pensé à King Kong à Moscou, oui, King Kong à Moscou, il va faire appel à Ronald Shusett pour ce que l'on pourrait prendre pour un scénario, et oui, Shusett, l'homme derrière le Alien de Ridley Scott ou le Total Recall de Verhoeven, et Steven Pressfield qui n'écrira pas grand-chose à part le free jack de Geoff Murphy. King Kong va donc revenir à la vie, culbuter sa congénère, enfin à sa taille et rousse, mais bien moins jolie que la Jessica Lange, et va se retrouver à devoir protéger son petit couple et un bébé en route contre des militaires belliqueux qui n'écoutent jamais rien parce que sinon il n'y aurait pas de film, et des bouseux débiles parce que cette fois pas de ville dans le film, on est à la campagne. Nihiliste au possible et filmé mollement par un Guillermin qui finalement en film d'action n'a rien fait de très bon de... Bon, et le Kong de 76 mais sans objectivité aucune, ce King Kong 2 rappelle à qui s'en souvient certains films Godzilla qui parfois allaient se perdre dans des maquettes ici aussi mauvaises mais que l'acteur sous la peau du gorille va prendre plaisir à écraser. Mitch! Bien sûr, depuis 1933, Kong est revenu sous plusieurs formes, comme le Son of Kong la même année, Konga en 1961, King Kong contre Godzilla en 63, la revanche de King Kong en 67, King Kong revient en 76, même année que le Guillermin, le Continent Fantastique et le Kong en 2021, ainsi que la série de 2023 Monarch Legacy of Monsters avec une petite apparition. Un mythe à l'écran dont peu de films lui ont rendu sa valeur, ce qui est plutôt malheureux. Kong ne va donc pas essayer de canne une humaine cette fois-ci, mais une Kong femelle trouvée comme par hasard sur une île connue, contrairement au mystère du premier, et Skull Island, dans une scène d'une romance rare qui me fait presque regretter que les producteurs n'aient pas eu l'audace de montrer la conception du bébé. 150 personnes se tuent à la tâche, 300 avec ceux des effets spéciaux, un plateau spécial de 60 mètres de long, 30 de large et 15 de haut, et 3 mois de travail pour tout construire. Rien que la salle d'opération aurait coûté $1 million. On n'a pas réussi.
Ce cœur a coûté à notre institut 7 millions de dollars. Les faux décors vont recevoir 50 pigeons, je parle bien des oiseaux, parce que les oiseaux se ressemblent tous, et l'équipe va construire 1750 faux arbres, absolument ratés pour la plupart, et souvent changeant d'échelle. Arrêtez, il faut pas le tuer. Balondi, Enda. Il n'y a qu'à voir les sarbacanes dont les indigènes se servent contre Lady Kong et les flèches qu'ils envoient, qui sont plus grandes que les sarbacanes elles-mêmes. De Laurentiis va lâcher 18 millions de dollars pour le film, cela ne se voit absolument pas. Le film va remporter seulement 5 millions aux États-Unis, mais presque 49 autour du monde d'après ce qu'il se dit, mais les chiffres ne sont pas sûrs, et 200 000 entrées en France. N'écoutant jamais la logique qu'un simple être humain pourrait avoir en comprenant de ses erreurs, le Nilo de Laurentiis va engager à nouveau donc Carlo Rambaldi, qui va reprendre le moule de celui de 1976, parce que pourquoi recréer alors qu'on peut ne pas se faire chier. Barry Nolan, lui, va s'occuper des effets visuels, malheureusement toujours accompagné de la compagnie des frères Van der Veer, de tristes mémoires et habitués des productions de Laurentiis. Dans ce King Kong, 3 méthodes vont être utilisées pour animer le singe. 1. Grandeur nature pour les scènes où il est dans son hôpital couché avec les acteurs autour, notamment pour l'opération du cœur ou le final, où le singe est animé par câble ainsi que des opérateurs à l'intérieur du corps du singe pour les yeux, la bouche et la respiration. L'opération est absolument d'ailleurs hilarante avec les objets à découper et opérer géants qui font passer la scène pour une vaste blague, ce qu'elle est déjà de toute manière, et qui non seulement ne fait jamais réaliste, mais bien une scène des plus ridicules jamais montrées au cinéma. Écarteur. La dérivation est en place. L'aorte est suturée. Ôtez les clampes. En deuxième étape, c'est cette fois Peter Elliott qui enfile le costume, spécialiste du mouvement des singes qui avait joué dans le Greystock de Hugh Hudson dont j'ai parlé récemment et qui va évoluer au milieu des maquettes plus ou moins évoluées, d'autant que pour reproduire la nature, cela devient vite gênant, ne serait-ce qu'avec les arbres miniatures qui rappellent les jeux de train que je faisais étant petit. La démarche sera plus proche de la démarche simiesque grâce aux chorégraphies d'Elliott qui va essayer de rendre ça réaliste. La troisième méthode va consister bien sûr à utiliser un écran bleu pour les passages avec robots ou hommes en costume. Il largue la compagnie Echo au-delà de cette hauteur. On va coincer ce macaque au sommet. Bien sûr, comme sur tous les King Kong, des mains et des pieds géants seront construits pour les interactions avec les acteurs. Tout ce petit monde n'aura que 3 mois pour concevoir, sculpter, mécaniser et construire le Kong. Et ça l'est dit, bordel, je vais pas arriver à le dire, et aussi un baby Kong de toute beauté. Rambaldi s'active à la tâche et réussit une fois n'est pas coutume à ne faire qu'une seule tête qui peut donner plusieurs sentiments et ainsi voir le singe passer de l'amour à la colère en un seul plan. Bon, c'est pas foufou non plus. On essaye de nous faire croire que scientifiquement le cœur artificiel est proche du réalisme, comme si l'on s'en foutait, et la main artificielle de Lady Kong qui va porter un des plus grands acteurs de tous les temps, Indiana Jones des temps perdus, j'ai nommé Brian Kerwin, sera conçu spécialement pour que son petit cul y soit bien et que son confort soit total, parce que les aventuriers c'est plus ce que c'était. La main est bien moins dure et métallique que 10 ans avant, moins lourde aussi et donc plus facile à manipuler. Bon, il y a quand même la chose la plus horrible qui soit dans le film, un bébé Kong aussi crédible que moi en danseuse de ballet et qui change de taille, très petite d'ailleurs quand on voit les parents, en fonction des plans. 3 versions de la bestiole vont être étudiées, une ressemblant entre un mix d'ours en peluche et de singe, rejetée immédiatement par les producteurs fort heureusement. La deuxième version recouvre le bébé de gelée pour faire plus accouchement, avec des expressions faciales différentes. Cette version va être aussi refusée, mais après le tournage et les décors détruits, et on en voit même un petit plan.
Le bébé va donc être entièrement repensé, comme les décors reconstruits, et finalement on va le faire ressembler à Papa Kong. La taille du bébé ne sera donc pas aux normes, et cela sera fait exprès, un choix des producteurs non scientifiques, pour une scène où cette fois vraiment mourant, le père puisse dire au revoir à son fils. Des raisons plus émotionnelles, j'essaie de ne pas rire en disant ça, que réalistes ou artistiques. Il est donc très petit et le corps allongé du père le protège des militaires. Non seulement l'idée est très conne, mais en plus ils vont faire jouer le bébé par un enfant, alors qu'un adulte aurait quand même été plus approprié au niveau de la taille. Cet enfant s'appelant Benjamin Kenchley, 7 ans. C'est Peter Elliott qui le joue quand la mère et le petit sont relâchés à Bornéo. Là aussi, le voir faire Tarzan, c'est un bonheur. C'est la vedette top secrète du film et un véritable consommé de vomi que j'aurais aimé voir être oxy par les militaires. En tout et pour tout, plus de 100 plans à effet seront composés pour le film et des scènes hilarantes où un vrai croco alligator en plan documentaire est inséré dans la main de Kong, ou alors que c'est un bébé croco alligator, ce qui est hilarant, dans la fausse main. Bref, 70% d'acteurs en costume dans des maquettes, c'est beaucoup, surtout si c'est mal fait. Le Kong va finir par s'écrouler sous les balles, dans une grange faite de bâtons d'esquimaux au mieux, et assister avant sa vraie mort à la naissance du rejeton, j'en chiale encore. La femelle doit déménager sur le champ. King Kong l'a flairé. Plus d'1 kilomètre les sépare. Et moi, je vous dis qu'il l'a flairé, c'est tout. Amy Franklin est donc interprétée par notre Sarah Connor d'amour du film Terminator de James Cameron et sortant du Sans Issue d'Harley Cochlis d'après un scénario de John Carpenter. Ce n'est que 4 ans plus tard que Sarah reviendra avec une Linda Hamilton transformée physiquement en Amazon dans Terminator 2, le jugement dernier, toujours de James Cameron en 1991. Tu vas bien. Ici, elle est celle qui va se charger de l'opération du cœur du Kong, et après la fuite du primate, essayer de le garder en vie contre les militaires belliqueux. L'actrice est heureuse de ne pas jouer les demoiselles en détresse et surtout de ne pas être l'objet des désirs de la bête. Bon, elle fait partie des désirs de l'autre abruti et elle y succombe. Ce n'est pas un personnage hystérique, mais un médecin qui maîtrise ses émotions. Et c'est la grande Béatrice Delphes qui fait sa voix française. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mallette de maquillage? Ça, c'est un moniteur cardiaque pour King Kong. Pour changer de la demoiselle en détresse par contre, traquée par un singe géant, c'est cette fois un héros déconstruit qui n'a de héros que le nom et que Lady Kong va chasser et tomber amoureuse. C'est grâce à ce bousin d'acteur que la demoiselle sera capturée avec des flèches et lances, pas à la taille mais on n'en est plus à ça près, et aidée à la résurrection de Kong le roi, j'ai nommé Brian Kerwin. Dans ses interviews, il ne désespère pas de réussir et pense même avoir le même succès que Jessica Lange après le premier opus. Le pauvre ne sera pas au bout de ses peines. Lui, le personnage d'Amy ne s'apprécie guère en début de film et c'est en essayant de sauver des singes qu'ils vont finir par se trouver des affinités et ken dans les bois, chose dont je blâmerai l'actrice longtemps. Un non-acteur donc, qui aura disparu aussi vite qu'il n'est jamais arrivé, un exploit en soi malgré sa voix française excellente du très grand Patrick Florsheim. On m'assure que chaque homme a son masque et sait s'en servir. Du moins, je l'espère. Quand les hélicoptères vont répandre le gaz... Et enfin, parce que, oui, il n'y a que 3 gros acteurs pour un film de cette taille, John Ashton et le colonel Ertin Nevitt, un connard militaire qui ne réfléchit guère et qui est à se demander comment il a pu monter en grade un jour, conquiller tout au long du film et n'obéissant jamais aux ordres. Non, vous allez toucher la femelle! Elle va mettre bas! J'ai dit feu à Poissetto! L'acteur sort du tournage du flic de Beverly Hills de Martin Brest en Taggart et va s'enquiller cette merde derrière. Ce sera L'amour à l'envers ou La vie à l'envers, c'est selon les jaquettes de Howard Dutch, produit par John Hughes, qui viendra ensuite, et le flic de Beverly Hills 2 de Tony Scott. Jacques Deschamps est à sa voix française. À la tête!
John Scott va donc remplacer John Barry à la musique de cette suite. Bon, pour moi, la musique du film de 76 est un véritable chef-d'œuvre imparable, mais il faut le dire, le Scott s'est sorti les doigts comme à son habitude et va réussir à donner noblesse et romanesque à un film qui n'en demandait pas tant. Peut-être que dis-je sûrement la seule chose à sauver du film. L'homme sort de Greystock et du superbe La partie de chasse musicalement parlant et revient dans la jungle avec encore une fois une musique empreinte d'un lyrisme bienvenu et d'une nostalgie que l'on n'avait pas eu venir, bien que le thème ressemble à celui du film avec Christophe Lambert. La musique est bien sûr ici plus violente, épique et tragique, avec un thème guerrier qui est une référence dans la musique. Un thème principal reposant encore sur de longues et amples passages mélodiques pour assurer la grandeur du singe héros et des cuivres soutenus rappelant ceux de Max Steiner pour le Kong de 1933 et que John Barry avait réussi clairement à s'en emparer avec brio. Malheureusement pour le prologue, c'est la musique de John Scott qui remplace celle de John Barry. Mais bon, ça passe. Amateurs de déchaînements orchestraux martiaux, vous allez adorer. Amateurs de romantisme, vous allez adorer. Amateurs d'épique, vous allez adorer. Bref, si vous écoutez cette musique, vous allez adorer. John Scott semble incapable de composer de façon une musique médiocre, ni même moyenne. Essayez de vous procurer ces musiques pour les documentaires de Cousteau. Et encore une fois, ici, il nous montre et prouve sa chaleur musicale, son envie de composer de beaux morceaux et une conduite d'orchestre petits oignons. La musique permet l'inacceptable, l'incroyable, réussir à donner un peu d'âme aux images dégueulasses qui se déroulent devant nos yeux et lui donne même une force cinématographique, voire nous en donner pour aller au bout du métrage, ce qui n'est pas simple. Certains morceaux restent grandioses donc et parfois émouvants, une grande œuvre encore pour ce compositeur complètement sous-estimé et qui nous gâte à chaque fois de musique réussie avec en orchestre le Grand Queue Symphony Orchestra et comme toujours, John Scott sait écrire des thèmes qui marquent durablement les esprits, celui de King Kong Lives ou King Kong 2, très présent tout au long du film, reste en tête pendant le métrage. Il signe donc une partition grandiose et romantique, un solide mélange d'action martiale, de cuivre enragé, de percussions agressives et d'élan romantique, inspiré des grandes heures du Golden Age hollywoodien. À la nullité incroyable du film de John Guillermin, John Scott répond par une partition symphonique riche et inspirée, servie par des orchestrations solides et des thématiques très prenantes, sans oublier ces grands déchaînements orchestraux martiaux typiques du compositeur. Un premier album sortira chez WEA, puis après un bootleg chez Ape Records, bravo pour le nom, la version complète va sortir chez Intrada. Qu'il y a un qui fait soif, hein, le barbu. Allez, colle-toi ça dans le fusil. Alors moi j'ai vu le film en salle, oui, tout seul, sans aucun spectateur à côté de moi, sacrifice ultime, mais qui me sert aujourd'hui à vous parler du ressenti que j'ai eu à l'époque en rapport à celui d'aujourd'hui. Oui, ce film c'est de la merde, mais en 1986, on prenait ce qui tombait, et parfois ça tombait mal malgré l'affection que j'éprouvais dans mon caleçon pour Linda Hamilton. King Kong 2 est un vrai film catastrophe, mais cette fois dans sa production, rien ne va sauf le prologue du film, qui est la fin du film de 76, la meilleure scène du film donc, qui vient d'un autre, malgré le score de John Scott qui remplace celle de John Barry et une nouvelle version française. Bref, rien de nouveau sous le soleil, Kong ne pense toujours qu'avec sa bite, les acteurs essaient d'y croire et les décors font peur à voir. Un film consternant par un producteur qui n'y croit plus mais essaie encore, heureusement que le ridicule ne tue pas. L'on passe continuellement de la nuit au jour et inversement, et le ridicule de certaines situations sont vraiment embarrassantes, comme celle avec les bouseux qui mériteront leur sort dans les 2 seules morts très violentes du film, humainement parlant.
Ni talent ni imagination ne sont au service de cette bouse que je prends toujours du plaisir à regarder comme l'un des pires plaisirs coupables de ma vie. Médiocre et ce dès la bande-annonce où le « il revient et il n'est pas content » prenait toute la signification du bousin que nous allions voir, un piège à con pour les spectateurs dans lequel je me suis fait prendre. J'y suis allé et je suis sorti, moi, pas content. Une parodie à 20 patates, un film raté à plus d'un titre malgré des acteurs, une actrice qui porte le film seule et essaie de montrer son implication, 105 minutes qui semblent durer 2h30 et un premier degré qui m'attriste encore avec des acteurs très mauvais et des dialogues qui les mettent encore moins en valeur avec un final qui reste une diarrhée cinématographique. C'est pour moi un 1 sur 6 pour uniquement Linda Hamilton et la musique de John Scott et pas un point de plus vu le bousin qu'est le film. Voilà, j'avais besoin de me soulager sur ce film-là, c'est une merde, il faut le dire quand c'en est une. J'espère que vous serez d'accord avec moi, n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serai complètement d'accord si vous êtes indulgent avec ça de bousasse, mais bon, moi c'est pareil, je le regarde en plaisir coupable, mais c'est de la merde. N'hésitez pas à vous abonner, vous aurez une version un peu plus longue bien sûr sur Patreon, comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour du très lourd, activez la petite cloche, bye bye.